Imhotep, Iti, soyez le bienvenu encore sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. C'est toujours votre Neb, Kinkela Mazulu Kufu Imhotep, Atumara. Aujourd'hui, nous retrouvons encore pour nous lancer vous proposer une ligne de réflexion assez particulière. Aujourd'hui, je vais affronter avec vous la question sur la jeunesse. La jeunesse, lui, qui est les renouvellements de l'espèce, les renouvellements raciaux, les renouvellements communautaires. Et son éducation doit être un point de référence énorme dans le processus de leur croissance ou dans l'émancipation culturelle ou tout simplement dans ce que nous appelons la lutte à la cervée. Je suis plutôt en train de parler de manière beaucoup plus particulière touchant la jeunesse qui naît en Europe, les enfants de la diaspora. Je vais ici mettre en évidence certains aspects. Et pour ne pas rester à mystifier la chose, je commence toutefois par la première impression qui me vient, les premiers mots qui m'arrivent. Quand nous nous sommes transférés en Occident, quand nous sommes venus vivre en Europe, il y a un mécanisme que nous avons connu. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés dans un environnement, et moi j'aime beaucoup utiliser le mot écosystème, un écosystème complètement différent. Cet écosystème que nous avons été implanté par force, par induction coloniale, qui a remplacé, d'une certaine manière, notre sens de l'être, ou je dirais qu'il a détruit notre sens de l'être ayant remplacé par un sens de l'être qui est complètement superficiel, artificiel. Étant venus en Europe, nous avons été dit qu'il fallait aller en Europe parce que chez nous en Afrique, il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas de vie, c'était la mort. Il fallait donc aller en Europe. En allant en Europe, il fallait étudier, il fallait travailler. Et disons à la lettre, tout ce qui nous a été dit pour avoir cette vie qui avait été promise ont été faits, mais cette vie n'est jamais arrivée. Parce que l'Europe voulait un travailleur, mais pas un égal. C'est ainsi que sous l'aspect du travail, un certain décalage a toujours été observé, confirmé et maintenu. Et donc, à un moment donné, de cette vie hors de ces paramètres d'existence, plongé dans cette tentative de devenir ce que l'on ne peut devenir, c'est-à-dire quelque chose d'autre, parce que les morceaux de bois, aussi longtemps qu'ils restent dans l'eau, ils ne se transforment jamais en crocodile, même s'ils peuvent ressembler sous des aspects extérieurs. C'est-à-dire, il nous a été demandé de devenir des crocodiles par abmersion ou submersion prolongée des morceaux de bois dans l'eau. Ce qui n'était pas possible, impossible. Et celui qui nous a demandé était bien au courant de cela. À un moment donné, la première génération qui, disons, les premières générations d'après la Deuxième Guerre mondiale, se sont vus rejetés par les Blancs, se sont vus rejetés par cette communauté, se sont vus rejetés par ce monde qui leur avait promis, demandé de faire des choses avec la promesse d'obtenir quelque chose. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, mais quand était arrivé le moment d'obtenir la récompense, la promesse, eh bien, la porte était claquée.
Cependant, il y avait un élément de confort. Le confort était représenté que nous avons toujours été un pied dans le monde africain et un pied dans le monde blanc. Même si on a fait semblant de faire les petits blancs, pour nombre d'entre nous, ou les petites blanches, chaque fois qu'on nous claquait la porte, nous avions toujours eu un monde de départ, un point de départ, un lieu de provenance. Mais ce lieu de provenance n'est pas seulement une question physique, elle est plutôt une question psychique. Elle est une question psychologique. L'effet de savoir qu'il y a quelque part, ou quand on est chassé, quand on est refusé, où on peut y retourner. C'est ce confort qui a maintenu un équilibre psychique dans le monde noir. C'est ce confort de savoir qu'à tout moment, je peux aller vers les miens qui vont me comprendre parce que nous venons du même monde. Parce qu'ils peuvent comprendre ce dont je suis en train de souffrir. Parce qu'ils ne vont pas me juger. C'est ce qu'on appelle la maison. Nous avions toujours obtenu cela. Quand bien même longtemps égarés, nous avons toujours pu rentrer dans cette maison qui a toujours été prête à nous recevoir. Certaines fois en nous pointant du doigt, mais généralement en nous acceptant toujours et puis toujours. Les générations de Noirs transférés en Europe ont grandi avec ces supports. Ils ont grandi avec ces grands bouées de sauvetage. L'effet d'appartenir à des mondes complètement différents. Peut-être nous ne l'avons jamais examiné, regardé de cette manière. Mais je dis qu'il n'est pas tard. Dans ce processus de projection mentale, dans les processus de dispersion psychologique, un point de départ originel est important pour maintenir un équilibre au sein de l'être, un équilibre au sein de nous. C'est ainsi que, même frappés par la mort, certains se sont vus retourner sur la terre de leurs ancêtres. Pourquoi ce retour a-t-il lieu? Parce que quand on arrive à un moment de céder, d'abandonner le corps physique, on doit le faire en paix. Des fois, même dans la douleur, on doit être en mesure d'abandonner le corps physique en paix. Et le lien d'origine est important parce qu'il permet cette paix-là. Le lien d'origine nous rappelle notre enfance, nos états, nous rapporte, nous reconnecte aux mémoires. Et donc à la possibilité d'accéder à certains paramètres culturels où est garanti un certain niveau de sérénité nécessaire à l'équilibre psychique, psychologique de l'être. Nous avons bénéficié de ces éléments sans pour autant les avoir jamais appréciés. C'est l'effet de ne les avoir pas compris et pas appréciés qui a fait que les nouvelles générations de Noirs ont grandi comme des Occidentaux. C'est-à-dire, malgré le choc d'avoir été promis des choses et les promesses n'ont jamais été maintenues et d'avoir été à chaque génération, nous la savons maintenant dans le monde noir, chaque génération qui grandit dans le monde occidental après y est refoulée, rejetée. Mais les précautions n'ont jamais été prises. Et ce manque de précautions, ce manque de capacité de pénétration spatiale dans la passé, dans la pensée, pour pouvoir conjuguer les futurs dans ces probabilités et choisir les instruments de guide pour s'orienter, pour voyager vers les futurs choisis,
sont en train de nous livrer devant une situation néfaste. C'est une situation que j'appellerais même à la limite de discontinuité culturelle. Et une discontinuité culturelle est une mort culturelle. Et la mort culturelle est la mort de l'être en tant qu'être. Parce qu'en tant que chair, on n'est qu'animal. Une discontinuité culturelle définitive manque à la compromission de la mission de l'être et la transforme en une chose. Et la chose est siégée au travail, aux corbeilles et au fouet. Cette génération de Noirs, cette génération des enfants de la diaspora, qui n'ont pas bénéficié d'un rapport direct culturel, mais ont bénéficié du rapport, de la promesse du monde occidental de pouvoir devenir comme eux, s'est vu lancer grâce justement à l'apport de la projection mentale parentale à devenir ce dont ils ont échoué à devenir ce dont il leur a été interdit de devenir. Et donc, cette nouvelle génération des enfants de la diaspora grandissent avec un mental complètement occidental. Or, le mental est sujet culturel. Le mental est culturel. Pendant que l'esprit, lui, est universel. Domaine du créateur. Le mental, lui, il est domaine culturel. Cette génération des enfants de la diaspora qui ne connaissent pas les droits de l'aîné, la place de l'enfant, la place des parents, ou des millions de ces enfants qui ne connaissent même pas c'est quoi un papa, parce qu'ils ont grandi dans des maisons où l'homme a toujours été manquant. Des enfants qui ne reconnaissent pas la place du père, la place de l'aîné, les droits d'aînesse, les droits, mais encore plus les devoirs de l'enfant à selon des scaillons d'âge. Les devoirs de l'enfant changent, tout comme ses droits. Les devoirs et les droits de l'enfant progressent par rapport au degré et au niveau des responsabilités qu'il assume avec le passé du temps. Et cela garantit une continuité, une permanence intergénérationnelle. Quelque chose que nous avons appris à ne plus constater, à ne plus voir. Le savoir mélanoderme dit que pour grandir un enfant, il faut un village. Il faut analyser l'esprit communautaire, mais plutôt les contours psychologiques et psychiques de telle affirmation pour comprendre la nécessité. Plongés dans un monde occidentalisé, les enfants appartiennent au père et la mère. Cela signale une rupture de la transmission culturelle. Et toute rupture de transmission culturelle à chaque degré compromet la démarche culturelle et par conséquent les renouvellements culturels et par conséquent encore les renouvellements de la civilisation et les renouvellements de l'être lui-même en diagonale. Et donc, nous devons nous questionner sur le futur de nos enfants. Ça est le sujet même de la raison de cette émission. Ces enfants à qui nous n'avons pas transmis des données culturelles, ces enfants à qui nous n'avons pas transmis des capacités, de l'intelligence, des connaissances et du savoir culturel, ce sont des enfants qui se sont détachés de notre monde. Ce sont des enfants qui nous espérons devenir comme des blancs, parce qu'ils sont comme des blancs. Ce sont des noirs.
du point de vue de la configuration de l'esprit, mais ce sont des blancs du point de vue de la présentation et de la programmation mentale. Différemment de nous, qu'ont-ils ces enfants? Différemment de nous, nous avons toujours été amoureux de notre monde, le monde noir. Eux, par contre, n'en veillent pas. Ils se sentent disassociés, ils veillent se disassocier de ce monde. Quelque chose qui peut paraître normal quand on l'examine du point de vue léger, superficiel. Mais essayez de rentrer dans la profondeur de la pensée. Pour essayer de voir les pros et les contre, les conséquences d'une telle démarche, laissée encourager par les parents et même insouciants et inconscients du danger qui leur quête devant. Eh bien, ces enfants n'ont pas un point de repère, de réparage. Contrairement aux anciennes générations, quand nous avons été claquer la porte, nous avons su où repartir. Ces enfants qui ne sont africains que des peaux, africains que d'esprit et non de mental, n'auront pas un point de repli. Ils ne marchent pas dans deux mondes. Ils ont tourné le dos à leur monde plus ou moins d'origine. Pendant que nous marchions à cheval entre deux mondes et on tournait le dos à ce monde, un monde pour lequel nombreux d'entre eux ont honte et veillent effacer s'ils pouvaient le faire. Mais ce qui n'a pas été clair ou n'est pas assez clair, c'est que le monde occidental, la raison pour laquelle le monde occidental accorde cette possibilité de vouloir venir dans leur pays étudier avec, et ce n'est pas pour que vous puissiez réussir, contrairement à ce que l'on vous raconte, on le rencontre dans les écoles. C'est pour tout simplement garantir leur succès en éliminant la concurrence. Pensez-y un moment. Un enfant chinois grandit dans la culture chinoise et d'un conquérant, était un compétiteur de ce point de vue-là. Un enfant coréen grandit dans la culture coréenne et un compétiteur de ce point de vue. Un enfant africain grandit dans la culture africaine et est un compétiteur. Le jeu comporte donc à fausser la compétition en éliminant la compétition à la base. En éliminant, les compétiteurs à la base. C'est-à-dire un enfant noir grandi avec un mental occidental est un compétiteur en moins. Il ne représente pas son monde qui est en compétition avec le monde. Il supporte ton monde. C'est un compétiteur en moins. C'est un compétiteur déraciné de sa culture, de ses habitudes, de ses mœurs, de ses traditions, de ses consuétudes, de sa conformation spatiale, juridique, littéraire, linguistique, professionnelle, technique et technologique. Qu'est-ce qui va se passer quand ces enfants arrivent maintenant à l'âge du travail, à l'âge de la compétition, à l'âge où ils doivent maintenant être intégrés dans le monde occidental, complètement selon ce qui leur a été promis? Eh bien, il va se répéter la même chose qui s'était répétée à leurs parents, mais la même chose qui était arrivée à leurs parents et à leurs grands-parents, s'ils en ont eu certains qui étaient en Europe. Bien, je vais donner un exemple. Nous avons connu l'exemple, par exemple, en Angleterre, des Jamaïcains qui sont venus il y a très longtemps avec la promesse que, pour avoir travaillé, abandonné la terre de ses ancêtres, contribué à zéro à la terre de ses ancêtres, et avoir contribué, travaillé toute sa vie pour contribuer à la grandeur, soi-disant, de l'Angleterre. Eh bien, un jour, la promesse était qu'ils devenaient des citoyens anglais en part entière, des faits. Nous avons connu cette crise en Angleterre, je crois, il y a 1 ou 2 années, où tout simplement on a demandé de les expulser. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de document, une citoyenneté, un document anglais. Document qui leur avait été promis avant le travail.
Une fois que le travail a été fait, eh bien, ils ont été claqués à la porte. Des millions d'enfants noirs qui viennent étudier quand ils finissent le travail. Ils se retrouvent à faire des travails. Ils se sont retrouvés, les générations anciennes, à faire des travails qui brisent la dignité d'un homme. Pour avoir parcouru un parcours instructif, éducatif qui promettait autre chose. Bien entendu, ce n'est pas les 100%, parce qu'il faut toujours maintenir un équilibre. On ne refuse pas l'entrée en tous, sinon on se crée un ennemi qui va venir tout droit vers la porte principale. Il faut créer un élément de protection, c'est-à-dire on laisse passer les 2, les 4, les 10% et les autres on ferme la porte. Maintenant, il va y avoir un conflit générationnel entre ceux qui ont été acceptés, laissés entrer, et ceux qui ont été refusés. De là, du côté de ceux qui ont été acceptés, il va naître un complexe de supériorité qui va porter à un détachement de l'air pour un rattachement vers les autres. C'est ainsi que nous avons vu, à peine on devient un champion de football ou un champion de sport, on va tout de suite marier une femme ou un homme blanc. Et les conséquences sur ce chemin-là sont nombreuses, nous les connaissons. Nous avons connu un footballeur africain qui est fini à la rue, que j'ai vu en France ou en Belgique. Et nous avons connu Mary J. Blake aux États-Unis, qui mène une vie difficile pour avoir commis ces choix-là. Mais c'est pourtant, il est encore répété encore et encore. Aux autres, par contre, qui sont mis à l'extérieur, refusés l'entrée, se développe maintenant un complexe d'infériorité par des haines vers les leurs, laissant en côté et oubliant complètement les responsables de la situation. On se livre à la guerre entre frères et sœurs, cousins et cousines. Toujours retournant sur les générations anciennes, il y avait une possibilité de rencontres culturelles parce qu'à la fin, nous avons mangé les mêmes nourritures, nous venons des mêmes places, ainsi de suite. Il y a un certain degré de relaxation, un paramètre de relaxation. Ce qui ne va pas avoir, ce qui risque de ne pas arriver avec nos jeunes générations, qui ont tourné les dos au monde, qui ont été laissés par les parents, encouragés maintes fois à tourner les dos au monde noir, en négligeant la culture noire, sans pour autant en comprendre les implications. Eh bien, ces enfants, à un moment donné, dans leur parcours évolutif, ils vont être, comme les précédents, rejetés du monde occidental. Parce que le monde occidental est clair là-dessus. Le monde blanc est clair là-dessus. Le noir est aimé quand il est un bon travailleur et pauvre. Bon travail qui ne prétend pas beaucoup. Dans la mesure où on travaille pour eux et dans leur monde. Dès que l'on prend un peu trop, il y a une main qui se lève pour bloquer. Qu'est-ce qui se crée en ce moment? Qu'est-ce qui va se créer en ce moment-là? Ces enfants qui seront rejetés, parce qu'ils les seront, n'auront pas un point où y aller, retourner. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'on appelle une injection culturelle des doses importantes, capables de leur permettre de retrouver la voie de retour. Ils n'ont pas ces odeurs au nez. Ils n'ont pas cette musique à la rumba qui sonne par les rues de Kinshasa, de l'Afrique, de diverses villes de Kinshasa, Bamako, Lomé, Conakry, ainsi de suite. Ils n'ont pas ce sens d'appartenance culturelle qui les regroupe. Eh bien, ces enfants vont se retrouver dans le limbo, au purgatoire mental. Des prisonniers, des otages, des démons. Un monde vers lequel ils ne peuvent plus retourner parce qu'ils sont devenus trop différents. Un monde où ils ne peuvent plus, où ils ne sont pas acceptés parce que telle est la nature des choses. Cet écart trace la destruction. Parce que la culture ne s'étant pas reproduite de manière efficace, et il ne s'agit pas seulement de savoir dire 4-5 mots au Kikongo, Chiluba, en Zulu, mais il s'agit de
incarner l'esprit culturel. Et cela n'a pas été transmis, et je ne la vois pas du tout. Les nouvelles générations, à la nouvelle génération n'a pas été concédé cet esprit culturel qui a été conservé par les parents, ignorant du fait qu'ils sont en train de vieillir et mourir, et qu'à leur mort, tout ce qu'ils avaient reçu de leurs parents, de leurs grands-parents, tout ce qui a voyagé de génération à génération va tout simplement disparaître. Remplacé par une nouvelle manifestation coloniale, culturelle, imposant, auto-imposée, qui va tout simplement prendre place. Et cela représente notre fin. La vie n'est pas seulement le fait de respirer, mais plutôt des mémoires. La guerre entre la vie et la mort se passe au niveau des mémoires. Et les mémoires sont compris dans ce qu'on appelle l'espace des manifestations culturelles. Cet héritage transmis de génération en génération, permettant aux aïeux de vivre à travers les yeux des nouvelles générations, et encore et encore. Cette transmission ayant manqué, nous nous trouvons à pied levé devant une autodestruction massive et totale. Nous nous trouvons devant une situation pour autant non étudiée, non comprise, non examinée et par conséquent non réalisée, mais cependant des dangers critiques. Quand la mémoire d'un peuple s'étend, ces peuples meurent. Quand la mémoire des temples s'éteint, le peuple meurt. Les caractéristiques nationales, les caractéristiques de la manifestation de l'être ne sont pas les faits que les individus d'une certaine catégorie marchent sur la terre, mais c'est plutôt les niveaux de conservation des mémoires, de conservation et transfert, transmission, diffusion des mémoires culturelles de génération en génération pour maintenir l'ancien dans le nouveau. Permettre à l'ancien de vivre à travers la renouvelation, le renouvellement du présent. C'est cet élément de base qui est en train de se dissoudre sous les yeux de tout le monde. Cet élément de base dont personne est entré, le plus ne sont pas en train d'observer, qui est en train de marquer la fin. Notre fin culturelle. Par autocompromission. Nous avons voulu avoir des enfants blancs qui ne seront pas acceptés dans le monde des blancs. Nous avons donné naissance à des hybrides culturels, à des chauves-souris. Et quand meurt une chauve-souris, la tradition raconte, il meurt seul parce que les siens ne volent que la nuit, et la nuit, il n'est pas visible, parce qu'ils sont aveugles, les chauves-souris. Et par conséquent, incapables de percevoir la mort d'un de leurs membres. Mais étant composés de deux races différentes, les souris viendront regarder un de leurs frères, parce que c'est les souris peuvent voir, et diront que non, les souris ne portent pas des ailes, et abandonneront le corps, exigeant aux oiseaux de venir enterrer un de leurs. Les oiseaux descendront et remarqueront que les leurs ne portent pas de pattes ni de queue. Et donc la chauve-souris meurt sur la place, abandonnée des trois camps. 1. Les souris qui ne les reconnaissaient pas parce que les souris ne volent pas.
et voient. 2. Les oiseaux qui ne marchent pas, qui ne courent pas, mais sautillent et volent. 3. Les chauves-souris parce qu'ils sont inconscients, ils sont aveugles. Les chauves-souris ici représentent ces enfants que nous avons de cette nouvelle génération des enfants de la diaspora, qui chacun d'eux voulait devenir un blanc, ne veut pas avoir affaire avec l'autre parce que l'autre les rappelle qu'il n'est pas blanc, qu'il est noir. Et donc, ils ont pour amis des blancs, ils ont pour copines ou copains des blancs, tout simplement dans l'espoir, dans ce mécanisme psychique inconscient d'effacer, d'espérer d'effacer le fait d'être noir. L'abandon culturel n'étant pas suffisant, il faut complètement réaccommoder son look, changer son contour, changer les éléments de perception et perçus. Et ce qui les rend incommunicants les uns des autres comme des chauves-souris, représentant exactement l'exemple des chauves-souris, parce que les chauves-souris sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir, ils peuvent seulement reconnaître des cibles devant eux pour se déplacer durant leur vol. Qu'en sera-t-il de cette génération? C'est une invitation, une réflexion que j'invite aux parents encore vivants de pouvoir faire. Et dans la mesure dit possible, de pouvoir organiser des énergies autour de ces thèmes et pour pouvoir sauvegarder encore ce qui peut sauver, je voulais dire ce qui peut encore être sauvé. Je vous invite à ne pas prendre cet exposé de manière légère, mais à y méditer profondément. Et je le répète en termes de conclusion, que quand la mémoire d'un peuple meurt, ce peuple meurt. Et les mémoires est fait des odeurs, des musiques, des langues, des tendances, de l'éthique, de la morale, de la spiritualité, des nourritures, des modes de faire, de se reconnaître, de s'identifier, d'identifier les autres, les modes de se rapporter, les droits d'aînesse, les droits des parents, les droits et devoirs des enfants, la place des aïeux, les comportements par rapport aux aïeux, les rapports avec l'environnement. Tous ces éléments-là produisent des mémoires qui sont transmis, qui nous ont été transmis de génération en génération. Et maintenant, dans la diaspora, tout comme sur le continent, nous avons agrandi les fossés qui depuis 1885, qui même avant 1885, depuis l'arrivée de Diego Cao dans les terres noires, et encore cela, avait commencé à créer, cette fossé qui avait commencé à créer, à décimer, à diminuer l'ampleur, la puissance de la culture noire, à la rendre complètement imperceptible, au plus aujourd'hui. Je vous remercie pour m'avoir suivi dans cette réflexion. Et je vous repasse donc la balle à vous, ô chers parents, chers Kamits, chers Mouts, chers Sen et Senettes, pour la prise de conscience devant ces grands dangers qui nous guettent. Et en second, la mise en place des structures pour la recherche de la solution pour éviter une débâcle totale. Je vous remercie, Douane et Cher, Iti, pour avoir été avec moi. Et en termes de conclusion, comme toujours, je me tourne vers Amon. Amen, Ra, et je dis Amasu Mpa Mra Sanksu. Amen, Ra Mpa Mra. Aou, Kwaoura, Manketi Pa Erura.